Je vais demander à nos invités de monter sur scène. Donc je vais demander à Caroline Besson, à Cécile Klinger, à Cécilia de Foucaulcourt, à Clara Mourgue et à Laurent Zieleksevics de rejoindre la scène. Voilà, j'essaye de remettre de l'ordre dans mes fiches, ce qui n'est pas une mince affaire. Caroline Besson. Caroline Besson, vous travaillez au croisement du soin, de la formation et de la recherche avec un engagement fort sur la réduction des gaz anesthésiques. Non, c'est pas oui, ben voilà. Non, mais parce que ça, c'est une blague assez rituelle de mettre le bazar dans la réduction des gaz à effet de serre. Ouais. Vous travaillez sur les pratiques de soins bas carbone. On est d'accord. La formation et la recherche clinique responsable. Cécile Klinger, vous pilotez la transformation écologique de l'AP-HP et vous accompagnez un réseau très large de professionnels dans la décarbonation du soin. On en reparle évidemment. Cécilia de Foucaulcourt, vous dirigez la stratégie RSE de GSK France, partenaire de la journée, et vous portez le projet notamment, dont on va parler tout à l'heure, de Ventoline bas carbone. Et GSK France est un laboratoire qui se concentre sur 4 domaines thérapeutiques: les maladies respiratoires, l'immunologique et inflammatoire, l'oncologie, le VIH et les maladies infectieuses, avec une présence historique dans la santé respiratoire et plusieurs sites de production en France. Clara Mourgue, vous coordonnez la planification écologique du système de santé au ministère avec une feuille de route nationale dont on parlera tout à l'heure bien sûr. Et Laurent Zieleksevics, vous êtes anesthésiste réanimateur à Marseille et pionnier, s'il en est, de l'éco-conception des soins. C'est bien. Merci à vous. Alors, donc là, vous l'avez préparé puisque je l'ai annoncé. Ma petite question rituelle, c'est la même pour tout le monde. En gros, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience à un moment, un phénomène, il s'est passé quelque chose et vous vous êtes dit, climat et santé, c'était une évidence. Cécile Klinger ? Oui, là c'est au hasard total. On commence par Les micros fonctionnent. Ouais, oui. ça fonctionne, ok. Je vais sans doute faire la réponse la plus décevante à cette question, parce que moi j'ai commencé dans le climat, mais pas du tout dans la santé. Moi je suis ingénieure de formation et je suis ancienne consultante dans des entreprises de conseil en développement durable. Et la réalité c'est que avant d'arriver à l'AP-HP, j'avais pas idée que la santé pouvait être un sujet. C'est en arrivant justement à l'AP-HP, en découvrant notamment les travaux du Shift Project, que j'ai pris conscience que en fait il y a un sujet. En fait, on a aussi une responsabilité dans la santé et on a aussi des marges de manœuvre et qu'on décarbonera pas la France si on ignore l'ensemble de ce secteur-là. Donc, voilà. C'était une bonne réponse. Et parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Caroline Besson. Eh bien, moi, je fais ma recherche en épidémiologie et c'est lors d'un séminaire en épidémiologie dans mon centre de recherche où était invitée Mathilde Pascal qui parlait ce matin et Alice Desbioles notamment, et qui m'ont fait prendre conscience de l'impact de la santé sur le changement climatique, en plus de celui de la santé, du changement climatique sur la santé. Et comme l'a dit Laurie, une fois qu'on a commencé à explorer ou à rencontrer plutôt ce chemin, eh bien, il ne fait que s'étendre, en tout cas pour moi et pour la plupart d'entre nous ici, je pense. Merci Caroline. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous êtes médecin hématologue au centre hospitalier de Versailles. C'était quand même une précision intéressante, je pense, à apporter. Cécilia de Foucaulcourt, à quel moment vous avez dit, oui, climat et santé, c'est indissociable ? Alors moi, j'ai d'abord pris conscience, je pense comme beaucoup, de l'impact du climat sur la santé. Mon tout premier poste, c'était au Mexique pour travailler sur le lancement d'un vaccin contre la dengue. Et toutes les études à l'époque montraient une augmentation très importante à la fois de la portée géographique et de l'incidence de la dengue à cause du changement climatique. Et j'ai réalisé beaucoup plus tard la réciproque, c'est-à-dire l'impact de la santé
la contribution du secteur de la santé au réchauffement climatique, grâce, alors comme d'autres personnes sur cette table ronde, grâce aux travaux du Shift Project, et aussi en travaillant sur un des produits de GSK qui apporte une solution qui est un traitement pour un aérosol qui permet de traiter les maladies respiratoires qui augmentent à cause du changement climatique, mais qui contribue aussi de façon très importante. Merci. Laurent ? Oui, de la même façon, c'est vrai que nous, en tant que médecins, l'impact de la santé, enfin l'impact de l'environnement sur la santé, moi ça me concernait pas trop de par ma spécialité, anesthésiste réanimateur. C'était plutôt les gens qui faisaient de l'épidémiologie, de la santé publique, les pneumologues, etc. Et par contre, l'autre interaction qui est l'impact en fait du système de santé sur l'environnement, dans ma spécialité, c'est très présent puisqu'on utilise des gaz halogénés, on en reparlera après. Et donc c'est ma femme qui est anesthésiste réanimateur et qui m'a alerté là-dessus. Et ensuite, effectivement, j'ai lu et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'on avait un rôle et qu'on pouvait avoir un impact beaucoup plus grand en tant que professionnel que finalement en tant que citoyen. On avait la chance de faire un métier sur lequel on pouvait avoir un très gros impact. En gros, un anesthésiste réanimateur, s'il fait n'importe quoi, s'il fait la pire des méthodes, par an, il va émettre plus de 200 tonnes de CO2, alors que s'il fait bien, il peut émettre moins de 10 tonnes de CO2. Donc c'est beaucoup plus impactant que ce qu'on peut faire dans sa vie On personnelle. peut passer de 200 à 10, comme ça, juste en faisant attention. Oui. Ah ben là, on va en parler tout à l'heure, c'est assez impactant. Et Clara, même question. Bonjour. Alors moi je suis pharmacienne, donc je pense que je m'en suis rendu compte pendant mes études de pharmacie où j'ai pris conscience des enjeux de changement climatique et environnement, et j'ai aussi vu à quel point c'est pas des choses qu'on nous enseignait à la fac. Et comme j'ai un esprit de contradiction assez élevé, je suis allée creuser le sujet et c'est le moment où, avec Laurie, on préparait le premier rapport du Shift Project, et du coup, on a creusé le sujet j'avais un pressentiment qu'il y avait un enjeu déjà sur la santé, mais en particulier sur les médicaments. Et les conclusions que Laurie nous a montrées, c'est qu'effectivement, les produits de santé, c'est assez carboné, et c'est un sujet qui n'était pas du tout abordé à la faculté. Donc, c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite, moi aussi. Après tout, l'esprit de contradiction, ça peut être un bon moteur aussi. Est-ce que vous savez si dans les études de pharmacie, maintenant, c'est un petit peu plus... C'est le cas. En fait, les universités, elles ont beaucoup de liberté sur les enseignements qu'ils font. Donc, ça dépend beaucoup des enseignants. Si vous avez des enseignants engagés qui se sont questionnés sur les sujets, il y aura des enseignements sur la transition écologique. Et après, c'est assez inégal. Je pense que ça dépend beaucoup des enseignements. Nous, au ministère, on travaille un peu à avoir des référentiels de compétences, mais c'est très interministériel aussi, ces sujets. Donc, ça fait partie d'un axe de la feuille de route de la formation. Merci Clara Mourgue. Caroline Besson, donc vous travaillez au croisement du soin, de la formation, de la recherche. Comment la formation des enseignants peut-elle accélérer la transformation écologique du soin ? Des enseignants, de tout le monde, à vrai dire. Oui. C'est important de former tous les soignants. Et toutes les personnes du secteur d'ailleurs. D'une part, on a un rôle d'exemplarité dans une époque où on ne fait plus confiance aux journalistes, aux experts. L'infirmière, le médecin, le pharmacien restent des personnes dans lesquelles il reste une certaine confiance, et donc je pense qu'on a un rôle d'exemplarité. Et ensuite, comme le disait Clara, dans les formations en santé, on est tourné vers le soin, le meilleur soin possible, avec une espèce de doctrine qui est celle du quoi qu'il en coûte, quel que soit le coût financier, le coût écologique. Et la notion de développement durable est abordée vraiment de façon marginale. Mais depuis quelques années, il y a une obligation de former tous les personnels de santé aux enjeux de développement durable. C'est Marine Sarfati et Jean Sibilia, doyen de Strasbourg, qui ont porté cet enseignement qui est maintenant diffusé à tous, qu'on peut renforcer par des conférences, des enseignements supplémentaires en éthique comme le fait Laurent. Moi, à l'UVSQ, où je suis en charge de cet enseignement, eh bien, je le fais aussi au service sanitaire, parce que tous les étudiants en santé doivent aussi faire un service sanitaire qui est tourné vers la prévention, la promotion de la santé. Et donc je porte aussi la notion de co-bénéfice dont on a pas mal parlé ce matin lors de cet enseignement de service sanitaire. Tout ça, c'est des leviers, d'une part pour changer notre façon de soigner, mais aussi pour diffuser cette sensibilisation
aux citoyens au sens large. Et on parlait d'exemplarité. Dans la recherche, comment on pourrait aller plus loin, comment on pourrait mieux intégrer cet impact carbone ? Alors ça, c'est très important. Pour la recherche, actuellement, comme vous le savez tous, il y a une espèce de course effrénée à la biotechnologie, au progrès le plus claquant, en particulier en santé. Et dans cette course effrénée à la biotechnologie, il n'y a aucun regard sur l'impact à long terme de nos recherches. Donc je pense qu'une première chose à faire, c'est de dire que quand on lance des projets de recherche, on regarde l'impact à long terme sur l'impact carbone ou environnemental à long terme des recherches. Et d'autre part, il faut promouvoir des recherches pour diminuer l'impact carbone de nos façons de soigner. Donc c'est deux axes qu'il faut pousser les deux en même temps. Et au quotidien, il y a des leviers de sobriété sur lesquels on peut jouer. Oui, il y en a. Mais il faut les prioriser. Il y en a énormément. Alors au quotidien, en tant que soignant, d'une part, on peut reprendre ce qu'a présenté Laurie. Il y a la prévention, la promotion de la santé, c'est-à-dire reprendre aussi ce qui a été présenté ce matin sur l'éco-bénéfice. J'agis aujourd'hui pour marcher plus, faire du vélo, ne pas avoir un chauffage au fioul, j'arrête de fumer si je fume. Toutes ces façons de vivre vont améliorer sa santé et diminuer l'impact carbone. Ensuite, au-delà de la prévention, promotion de la santé, il y a la notion de juste soin. Je soigne en essayant d'avoir l'impact carbone le plus faible possible en soignant. Donc en prescrivant les examens complémentaires de façon raisonnée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire d'examens complémentaires, ça veut dire qu'à chaque examen complémentaire que je fais, je réfléchis au fait de savoir s'il sera utile, bénéfique, et si je choisis celui qui a l'impact carbone le plus faible pour l'information que je recherche. Ensuite, dans les prescriptions, est-ce qu'une prescription médicale est nécessaire ? Est-ce que ça peut être une approche non médicamenteuse, par exemple pour l'anxiété, pour des soins qui peuvent être inconfortables ? L'hypnose fait aussi bien que le protoxyde d'azote, qui est un gaz à fort effet de serre. Donc, c'est avoir toute cette approche de juste soin. Et si on va jusqu'au bout de ça, moi je suis hématologue, donc je m'occupe de maladies graves, souvent mortelles. Et il y a aussi la réflexion sur l'obstination thérapeutique. Est-ce que je dois tenter toujours une ligne encore supplémentaire où il y a un moment où on se dit la chance d'y arriver n'est plus là. Donc on imagine, oui, que c'est toute une acculturation, une sensibilisation de tout le corps médical. C'est quoi les freins ou les mauvaises habitudes, enfin en tout cas les habitudes, qui vous paraissent le plus urgent à décaler ? Je pense que le frein principal en tant que médecin, qui est un peu paradoxal, c'est que pendant toutes ses études de médecine et pendant sa pratique, tout l'accent est mis sur le colloque singulier et sur cette obligation de moyens. Or, maintenant, on a les évidences pour montrer que si on utilise tous les moyens disponibles aujourd'hui, on va au-delà de nos limites planétaires et de façon paradoxale, on nuit à la santé de notre patient et de ses enfants et des nôtres. Et donc, il faut bien sûr garder l'importance du colloque singulier, mais ne plus penser l'individu comme complètement isolé, mais le prendre comme un individu dans un milieu de vie qu'on ne peut pas détériorer de façon illimitée. Merci Caroline, on continuera cette discussion sur tout à l'heure. Cécile Klinger, vous accompagnez la transition écologique d'un ensemble hospitalier juste immense en fait, avec des milliers de professionnels. 80 000, c'est ça ? À peu près 80 000. Voilà, l'AP-HP, 80 000 professionnels. Votre objectif, c'est de les impliquer tous dans la réduction de l'empreinte carbone. Oui, l'objectif à terme, ce serait de les impliquer tous. Alors, on y va progressivement. Oui, mais alors, forcément. Justement, on y va progressivement. Mais j'ai envie de dire, on commence par quoi ? C'est quoi les... Il doit y avoir, j'imagine, des ordres de grandeur qui guident un peu votre action. Par où on démarre, quoi ? Parce que c'est tentaculaire.
Enfin, il y a plusieurs choses. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le département que moi je dirige, on n'est pas des soignants, on n'est pas des médecins, on est des experts carbone, on va dire, en gros. Bon, les profils sont plus variés que ça, mais notre rôle, c'est, comme vous l'avez dit, d'accompagner les soignants, les médecins sur le terrain pour qu'ensemble, on identifie des leviers d'action de décarbonation et qu'eux les mettent en place. Parce que nous, on ne va pas les mettre en place, de nouveau, on n'y connaît rien à leur métier. Donc je pense que ce qui est, en tout cas de l'expérience qu'on a à la PHP, ce qui est super important pour réussir à lancer cette démarche, c'est premièrement que la direction soit impliquée. Et on a la chance à la PHP d'avoir une direction générale qui est plutôt très sensibilisée à ces questions, avec le directeur général Nicolas Revel qui porte quand même en fait beaucoup ces sujets-là. Le sujet d'ailleurs de la lutte contre le dérèglement climatique et de la réduction de l'impact environnemental de l'hôpital est inscrit dans les plans d'établissement de la PHP et aussi dans le plan stratégique qui s'appelle le plan des 30 leviers du directeur général. Et donc ça, en fait, c'est un vrai levier pour inscrire ce sujet-là comme un vrai sujet stratégique. On parle beaucoup de la situation budgétaire ou financière des hôpitaux, de la situation RH dans les hôpitaux. En fait, à la PHP, l'environnement, ça fait partie aussi des axes sur lesquels on doit travailler. Et donc, forcément, ça donne une légitimité sans laquelle on avancerait probablement beaucoup moins vite. Oui, parce qu'on pense au médical, enfin au corps médical, évidemment, mais il y a toutes les autres directions derrière. Je ne sais pas quelle est la répartition. Alors, j'ai pas forcément les chiffres en tête, mais en fait, on pense au corps médical, mais il faut aussi et surtout oui. penser aux paramédicaux. En fait, on pense beaucoup médecins, pharmaciens et les internes, etc. Mais les infirmières, les auxiliaires de puériculture, pardon, les kinés. Enfin, il y a tout en fait un ensemble de métiers extrêmement divers dans un hôpital. Et les achats. Alors, et je parle même pas des personnels entre guillemets administratifs ou support, effectivement, avec les acheteurs, avec les directions financières, les contrôleurs de gestion. Et je pense qu'en fait, tout le monde a son rôle à jouer dans la décarbonation, sachant que les émissions principales, enfin les postes d'émissions principaux de l'hôpital sont le soin. Forcément, les soignants sont quand même au cœur de la machine, mais c'est un travail d'équipe. Donc c'est quelque chose pour lequel on a besoin d'avoir l'ensemble des profils qui sont impliqués. Et du coup, on a besoin, et je reviens sur ce que disait Caroline, on a absolument besoin de sensibilisation et de formation en formation initiale au niveau des universités, mais aussi sur place auprès de tous les professionnels. Nous, on utilise le plan Elsphère pour ça, qui est un équivalent de la fresque du climat, mais spécifique à la santé, et qui marche plutôt très bien. Bon, c'est pas le seul atelier qui existe, c'est pas la seule modalité de formation qui existe, mais c'est vraiment, je pense, la première brique à poser si on veut pouvoir avoir une discussion et mettre en place des actions. Et ça veut dire que vous avez créé tout un réseau de référents en interne qui eux-mêmes sont les ambassadeurs de la transition écologique ? Alors à l'échelle de la PHP, oui, on est aussi un peu obligé d'avoir un réseau de référents. Donc, sans rentrer dans les détails, mais la PHP, c'est 38 établissements de santé qui sont regroupés dans ce qu'on appelle des groupements hospitalo-universitaires, des GHU. Ces GHU ont une autonomie de gestion administrative qui est assez grande, et dans chacun de ces GHU, on a un, voire deux référents environnement, dont souvent, c'est pas le seul métier, hein, ils ont plusieurs casquettes. Souvent aussi, c'est des personnes qui sont issues des métiers logistiques, notamment achat par exemple, mais pas uniquement. Et puis c'est des gens qui donc accompagnent des projets au niveau local, organisent des événements, des webinaires, etc. On est en train d'essayer de structurer aussi une gouvernance côté médical, avec notamment des sous-commissions environnement, des CME, des commissions médicales d'établissement qui vont accompagner la partie médicale. On a des animateurs plan Elsphère, on forme des animateurs à cet atelier aussi pour diffuser dans les ateliers, et ça c'est des espèces de référents ultra locaux entre guillemets à l'échelle d'un service qui vont aller porter la bonne parole, si je puis dire, auprès de leurs collègues. Donc oui, on est en train de construire cette communauté, mais de nouveau je pense que notre taille nous aide pas à aller vite sur ce sujet. Et j'imagine, vous parliez du rôle de la direction qui est crucial pour impulser une dynamique. J'imagine que du coup, toutes les grandes décisions structurantes sont prises aussi à l'aune à l'aune du carbone, à l'aune de l'empreinte. Alors, toutes, peut-être pas abusées, mais de plus en plus, on essaye. Ouais. Notamment, donc à l'échelle des GHU, le directeur général a souhaité que les GHU se dotent d'objectifs de décarbonation et de feuilles de route de décarbonation qui sont désormais présentés 2 fois par an dans la discussion formelle, institutionnelle que le directeur général a avec les directions de GHU, que nous on appelle les conférences stratégiques d'investissement, peu importe. Historiquement, ces conférences, elles servaient à discuter de sujets financiers uniquement, donc les résultats budgétaires et les demandes d'investissement. Depuis 2 ans maintenant, au même titre que les résultats financiers, les GHU présentent leur bilan carbone
et au même titre que les demandes d'investissement, ils présentent leur objectif de décarbonation et leur feuille de route de décarbonation. Donc effectivement, de plus en plus, on essaye d'intégrer ce sujet-là dans le pilotage stratégique global de l'institution. Si j'étais magicien, vous auriez besoin de quoi pour avancer un peu plus rapidement? Parce qu'effectivement, 80 000 personnes, c'est dur, il y a une force d'inertie, forcément. Bon, je pense que si on était magicien, on ferait juste avancer le temps et on dirait, hop là, du coup, demain, Non, les 80 000 personnes magicien, sont j'ai pas sensibilisées. encore tous mes diplômes. En fait, je vais peut-être faire une réponse peu évidente, mais nous, on n'a pas tant besoin d'argent, on a vraiment besoin de ressources humaines. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans la transition écologique et qui... Je mets de côté quand même tout ce qui est énergie, rénovation, isolation des bâtiments, qui demandent des investissements colossaux et qui sont absolument indispensables. Mais quand on parle de changement de pratique de soins, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire quasiment à coût zéro. Mais par contre, on a besoin d'avoir des gens qui portent ces sujets-là et ça leur prend du temps. Et aujourd'hui, les soignants, ils ont un problème de temps. Enfin, aujourd'hui, comme depuis toujours, en fait, je pense, ils ont un problème de temps, ils ont un problème de légitimité potentiellement pour aller voir les collègues et dire, en fait, on a une nouvelle pratique qui est meilleure, il faut la mettre en place. Donc moi, c'est ça dont j'aurais besoin, c'est d'avoir la possibilité de donner du temps à des soignants et à des médecins et de les valoriser pour prendre en charge ce sujet et essayer de le diffuser encore plus largement. Merci Cécile. Alors après l'hôpital, c'est assez logique qu'on s'intéresse maintenant à une industrie pharmaceutique qui, on l'a vu dans la présentation de Laurie Marot, joue un rôle très structurant dans le secteur. Alors Cécilia de Foucaulcourt, vous portez chez GSK France la transformation d'un produit emblématique, la ventoline bas carbone, qui est produite à Évreux, donc en Normandie. Comment vous avez rendu possible la transformation de ce produit? Alors la transformation, elle est en cours. Ouais. On n'est pas encore tout à fait au bout. Et ça commence par un diagnostic, parce qu'on comprend bien uniquement ce que l'on mesure. Donc c'est cet inhalateur doseur de secours, donc la ventoline que vous citiez, qui est utilisée aujourd'hui par environ 35 millions de patients dans le monde, représente près de la moitié de notre empreinte carbone au niveau mondial, 45% si je suis précise. Pourquoi ? En raison du gaz propulseur que cet inhalateur contient, qui est un gaz avec un PRG, donc un pouvoir de réchauffement global, qui est très élevé. C'est un produit qui a été développé dans les années 60, qui est très apprécié des professionnels de santé, des patients, qui a fait ses preuves, mais dans les années 60, les préoccupations environnementales et d'éco-conception n'étaient pas les mêmes. Et c'est aussi, je pense qu'il faut l'avoir en tête, c'est un enjeu qui dépasse GSK, peut-être que mon voisin en parlera tout à l'heure, mais le dernier rapport du Shift Project dont on parlait tout à l'heure a estimé que 7% des émissions des médicaments liées aux médicaments consommés en France provenaient des gaz médicaux. Donc voilà, c'est tout un sujet. Donc face à ça, il y a toujours urgence à agir. Et GSK a annoncé en 2021 le lancement d'un programme de R&D pour développer une formulation bas carbone de cet inhalateur, c'est-à-dire un inhalateur avec un gaz avec un PRG beaucoup plus faible et un potentiel de décarbonation de 90% par rapport à l'inhalateur actuel. Et on n'est pas les seuls à le faire. Il y a d'autres acteurs aussi qui sont dans cette démarche. C'est quelque chose qu'on suit de très près en France. Moi, je travaille pour la filiale française de GSK parce que c'est notre site d'Évreux en Normandie que vous citiez qui a été choisi au niveau mondial pour développer et produire cette formulation bas carbone pour le monde entier. Voilà. J'imagine qu'il y a eu pas mal de défis, qui soient techniques et industriels et ou réglementaires également, qu'il a fallu relever petit à petit. C'est une sacrée aventure. Tout à fait. Le produit a été conçu pour offrir la même expérience aux patients, pour avoir le même profil efficacité, sécurité, avec le bénéfice additionnel d'une plus faible empreinte carbone. Donc ça a l'air très facile quand on le dit comme ça. On se dit il suffit de changer le gaz, sauf que c'est beaucoup plus compliqué. Il a fallu, pour vous donner quelques exemples, d'abord identifier la bonne formulation du gaz. Donc ça, c'est quasiment une vingtaine de prototypes ou de variants du gaz. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y a des combinaisons entre le gaz, les tensioactifs, avec des variations au niveau de la valve, de l'inhalateur, de l'applicateur qu'il a fallu tester pour stabiliser la formulation.
Ce sont de nombreux essais cliniques, 5 essais cliniques dans 17 pays, sur plus d'une centaine de sites, dont plusieurs en France, avec aussi des défis pour recruter les patients, parce qu'il n'y a pas d'innovation médicale. En fait, il y a un bénéfice écologique, donc il faut recruter des patients dans ce contexte-là. Et puis aussi, c'est un défi industriel important. Pour nous, c'est jusqu'à 350 millions d'euros investis sur ce site d'Évreux pour trois nouvelles lignes de production, renforcer la sécurité du site et puis former aussi les collaborateurs du site à la manipulation de ce nouveau gaz. Donc c'est une transformation qui est encore en cours et on est aussi motivé par la réglementation, parce qu'il y a une réglementation européenne qui arrive, qui nous pousse aussi, et c'est une très bonne chose à progresser sur ce sujet. Et j'imagine, à l'instar de la PHP, que le rôle de la direction générale est crucial. Il a dû impulser une dynamique, parce que c'est sur plusieurs années tout ça, que cette transformation se fait. Tout à fait. Et ça a d'ailleurs été annoncé, ce projet a été annoncé à l'occasion de la COP26 par notre CEO, donc en 2021, parce que la COP26 avait lieu en Angleterre et nous sommes un laboratoire anglais. Donc oui, c'est porté au plus haut niveau de l'entreprise. Alors qu'est-ce que ce projet change dans votre manière d'innover maintenant, et donc pour vos autres projets qui vont arriver dans les années à venir? Alors on voit que l'éco-conception prend une place de plus en plus importante. Pour ce projet, on s'est appuyé sur un outil, je crois que Madame Marot le citait tout à l'heure, qui sont les analyses de cycle de vie carbone. Donc c'est c'est une méthodologie pour mesurer l'empreinte carbone d'un médicament, de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie, en passant par la production, la distribution, le transport. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des ACV pour ces inhalateurs qui ont permis de quantifier, d'objectiver les émissions potentiellement évitées. Donc ce qu'on a vu, c'est que le nouvel inhalateur permettrait de réduire de 92% l'impact carbone du gaz actuel. Donc on passe à peu près d'une ACV de 27 kg équivalent CO2 pour la formulation de la ventoline classique qui existe aujourd'hui à 2 kg pour la formulation bas carbone. Donc c'est considérable. Et on a aussi regardé ça par rapport aux inhalateurs à base de poudre sèche qui eux ont un impact carbone encore plus faible. Et on s'est appuyé sur un organisme externe pour vérifier et certifier ces réductions, dans un organisme qui s'appelle le Carbon Trust en l'occurrence. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qu'on va être amené à faire de plus en plus à l'avenir, notamment dans un contexte où le gouvernement français a publié en février de cette année une méthodologie pour mesurer l'empreinte carbone des médicaments, qui nous est déjà demandée dans le cadre des appels d'offres hospitaliers. Donc ça, c'est ce qui se passe en France, mais on voit aussi qu'au niveau international, il y a une autre méthodologie que certains connaissent peut-être, qui vient d'être publiée au niveau international, qui s'appelle PAS 2090. Donc voilà, ce sont des outils qui vont nous accompagner de plus en plus. Merci beaucoup, Cécilia. Clara Mourgue, alors vous pilotez la planification écologique du système de santé pour le ministère de la Santé et de la Recherche, etc., avec une feuille de route transversale, une feuille de route structurée. Là, pareil, c'est tentaculaire. J'aimerais bien vous demander, mais on démarre par quoi pour mettre en place cette feuille de route? Mais en gros, je formulerai autrement, comment cette planification transforme vraiment le système de santé aujourd'hui? Mais déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a un peu dans cette feuille de route? Qu'est-ce que ça porte, la planification écologique du système de santé? Et donc, c'est vraiment raccord avec le thème de cette table ronde, parce que on marche sur deux jambes. L'atténuation, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, parce que comme Laurie l'a dit, changement climatique impacte la santé, le secteur de la santé émet des émissions de gaz à effet de serre, on est dépendant des énergies fossiles, et donc il faut réduire nos émissions en tant que secteur de la santé. Et l'adaptation, quelles que soient nos émissions actuelles, le changement climatique va arriver. Les établissements de santé sont vulnérables au changement climatique. Ils sont déjà vulnérables et ils le seront encore plus à l'avenir. Donc on a deux jambes, réduire nos émissions et adapter notre système de santé au changement climatique. Qu'est-ce que ça transforme, cette planification écologique? Je pense que le principal, finalement, c'est vraiment les soins éco-responsables. C'est permettre aux soignants de faire des soins à qualité, à efficacité, à sécurité équivalente, en ayant un impact environnemental plus faible. Et donc ça va être nourri par toutes les
tous les axes de cette feuille de route. Donc bien sûr, on va avoir bâtiment et énergie avec nos conseillers en transition énergétique et écologique en santé qui accompagnent les établissements. Je sais qu'il y en a eu quelques-uns à la PHP pour réduire la consommation d'énergie et améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et aussi à l'avenir commencer à les adapter. On va avoir ce gros sujet des produits de santé. Et là, on a effectivement cette méthodologie d'empreinte carbone, donc c'est une méthodologie publique qui a été créée avec le ministère de la Santé, avec le ministère de l'Industrie, pour se mettre d'accord sur comment on calculait l'empreinte carbone des médicaments. Et une fois qu'on a ce score carbone, la priorité pour l'instant, c'est de se dire que les acheteurs vont pouvoir utiliser cette méthode pour comparer dans une famille de médicaments équivalents, par exemple dans les IPP, s'ils veulent acheter des IPP ou s'ils veulent acheter du paracétamol, de l'ibuprofène, comparer les fournisseurs et pouvoir choisir celui qui est le moins carboné. Donc ça, c'est sur les produits de santé. On va, je ne sais pas à quel point ça a été annoncé, mais c'est dans la feuille de route, on va créer le même type de méthodologie pour les dispositifs médicaux et ça va permettre aussi de comparer les dispositifs médicaux entre eux quand ils sont équivalents. Donc ça, c'est le gros sujet de l'empreinte carbone des produits de santé et on a vu que ça avait quand même une importance importante dans l'empreinte carbone du secteur. Dans les soins éco-responsables, on va aussi avoir tous les enjeux de sobriété, de bon usage des produits de santé, on va avoir les enjeux de déchets. Le gros enjeu encore, c'est la formation. Alors on a évidemment le panel sphère qui est diffusé largement et on remercie la PHP de le diffuser largement. On a également l'EHESP, on a Laurie qui vient de l'EHESP, mais elle a un collègue qui s'appelle Julien Brunier qui est en train de créer une formation pour la fonction publique hospitalière. La fonction publique hospitalière, c'est plus d'1 million de personnes. Et donc cette formation, elle a vocation à avoir plusieurs niveaux, bien sûr, mais de former les acteurs du système de santé à la transition écologique. Le but, c'est pas de créer des futurs responsables RSE, c'est de créer des infirmiers qui sont capables de faire de la transition écologique, c'est de créer des cadres de santé qui sont capables de, dans leur métier, trouver du sens et de faire de la transition écologique. C'est de faire des directeurs d'hôpitaux, bien sûr, des médecins, des pharmaciens. Mais par exemple, moi qui suis pharmacienne et qui deviens chef de projet transition écologique, c'est pas très utile pour le système de santé. Par exemple, un pharmacien à l'hôpital qui fait de la transition écologique, ça, c'est vraiment utile. Et donc, il faut qu'il y ait aussi ce sens dans la transition écologique. Est-ce que j'ai tout balayé les achats, l'alimentation aussi. On l'a vu, c'est un impact important du secteur de la santé, donc il faut travailler. Et là, pour le coup, on a un cadre réglementaire qui est vraiment favorable. On va avoir la loi Egalim qui nous invite à améliorer la qualité de nos produits, la loi Climat et Résilience qui nous invite à réduire les protéines animales. La réduction des plastiques. En fait, c'est très large et finalement, pour le quotidien des acteurs du système de santé, c'est palpable. Alors, on a l'impression que ces politiques, elles sont loin des acteurs, mais finalement, il y a des politiques qui sont très concrètes. Par exemple, l'interdiction des plastiques pour les maternités, c'est appliqué depuis le 1er janvier 2025. Il n'y a plus de plastique dans les services qui accueillent des enfants de moins de 6 ans. Donc, maternité, pédiatrie, obstétrique pour les contenants alimentaires, théoriquement, c'est interdit. Et donc, il y a un décret qui a été appliqué. Donc, c'est pour certaines parties très concret. Et où est-ce qu'il y a besoin le plus, en priorité, de clarification, voire d'accélération ? Je pense qu'il faut effectivement accélérer sur les médicaments, mais on est bien en marche. Donc ça, on l'a dit. Sur la rénovation énergétique des bâtiments, c'est quand même un gros enjeu. On a énormément de mètres carrés. Et là, pour le coup, il y a besoin d'argent. Pour le coup, là, on ne peut pas nier. Alors, il y a un ROI qui est très important. Hein. Quand on regarde les conseillers en transition énergétique et écologique, l'État a mis 10 millions d'euros pendant 3 ans, donc 30 millions d'euros. Et le retour sur investissement, c'est 80 millions d'euros sur une année. Donc ça fait un ROI de 1 pour 8. C'est énorme, avec uniquement un conseiller en transition énergétique qui va conseiller entre 10 et 15 établissements pour soit trouver des subventions, soit réduire les consommations, soit faire des travaux. Donc c'est vraiment très performant. Donc là, on a un retour sur investissement, mais bon, si on veut continuer à avoir des réductions de consommation d'énergie, il faut aussi mettre de l'argent. Et après, la deuxième priorité, et c'est la vague qu'on n'a pas beaucoup encore abordée sur la table ronde, c'est l'adaptation au changement climatique. Ouais. Si on regarde quels sont les enjeux de l'adaptation au changement climatique pour la santé, pour le secteur de la santé, c'est déjà savoir quel est l'impact du changement climatique sur le secteur de la santé. Savoir
Qu'est-ce qu'on va avoir besoin en termes d'offres de soins? Quel va être l'impact sur les approvisionnements? Quel va être l'impact sur nos établissements de santé en termes de risques, inondations, chaleur, retrait-gonflement d'argile pour les petits bâtiments? Donc c'est assez divers et on se rend compte que en termes secteur de la santé, on n'a pas encore beaucoup de connaissances, mais on sait déjà qu'on est sensible au changement climatique, puisque je pense qu'à la LPHP c'est arrivé, mais dans beaucoup d'établissements, on va avoir des vagues de chaleur où il fait chaud dans les salles, où on a des systèmes informatiques qui tombent en panne parce qu'il fait trop chaud, où on va avoir aussi des inondations. On a évacué des EHPAD parce qu'ils étaient inondés. Donc ça, c'est le climat actuel. Mais le climat en 2050 et en 2100, c'est beaucoup plus chaud et donc beaucoup plus d'incidence des événements climatiques extrêmes. Et donc ça, c'est une vague qui n'est pas encore prise à la hauteur des enjeux, je pense, que ça soit dans notre feuille de route, parce que ce n'est pas intégré dans la feuille de route, mais globalement en tant que secteur. Mais ça veut dire que la prochaine feuille de route va beaucoup plus, a priori, intégrer des éléments de perspective 2050-2100, quoi. Oui, c'est le but. La prochaine feuille de route, elle va mettre à jour les ambitions sur tous les enjeux d'atténuation, mais elle va intégrer ce nouvel enjeu d'adaptation au changement climatique. Et du coup, là, le but, c'est intégrer les perspectives territoriales, donc surtout les ARS et les établissements de santé, les outiller, leur donner les informations sur les scénarios de prospective climatique et aussi de leur donner des outils pour évaluer leur vulnérabilité au changement climatique. Le SGPE, qui est le secrétariat général à la planification écologique, a des données disponibles sur les impacts, inondations, retrait-gonflement d'argile, vagues de chaleur, etc., etc. Donc on a des données, on sait déjà, vous avez entendu les chercheurs ce matin vous parler des impacts du changement climatique, donc on a des données. Maintenant, il faut pouvoir les diffuser et qu'elles soient compréhensibles pour les personnes qui vont investir, parce que les investissements des hôpitaux qu'on fait aujourd'hui, quand on construit des hôpitaux aujourd'hui, c'est pour potentiellement 50, 100 prochaines années. Donc il faut que nos hôpitaux, quand on investit dans le bâti, il faut que ça soit résilient aux impacts futurs du changement climatique. Il faut que ça tienne la route. Merci Clara Mourgue. Laurence Yeleskiewicz, bonjour, rebonjour. Je le redis, vous êtes anesthésiste réanimateur à Marseille. Et je disais tout à l'heure, pionnier de l'éco-conception des soins, c'est parce que vous n'êtes pas très nombreux à vous être intéressés, au moment où vous vous y êtes intéressés, à faire des choix, quoi, en gros, sur les soins. Vous avez des résultats concrets, notamment sur les gaz anesthésie, sur la formation aussi. Déjà, rappelez-nous pourquoi vous vous êtes intéressé vraiment de très très près à ce sujet et qu'est-ce que ça a changé, quels étaient les premiers impacts que vous avez vus qui vous ont dit que c'était la bonne voie. Alors, grâce à ma femme, il y a beaucoup de femmes ici. Ouais. Donc, voilà, les femmes ont un rôle important qui est anesthésiste réanimateur. Et une femme à la Société française d'anesthésie réanimation avait créé le comité de développement durable en 2016. Et c'était le premier comité de développement durable, je pense, ou un des premiers dans une société scientifique. Donc c'est par ce biais-là, le fait que la spécialité d'anesthésie réanimation impacte beaucoup sur le plan environnemental de par les gaz anesthésiants.